Et salut les aventuriers, bienvenue à Dubaï. Je sais, on dirait pas, mais pourtant c'est réel. Dubaï, c'est pas que des immeubles et le Burj Khalifa, mais c'est aussi ça, le désert. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dubaï, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est ça. Ces immenses immeubles sont sortis du sable en seulement quelques années. Et tout autour, c'est l'immensité du désert du Rub Al Khali, l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, pouvant atteindre jusqu'à 50 degrés. Et aujourd'hui, c'est ce désert que je vous emmène explorer, et je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Les animaux, ils doivent vraiment survivre tous les jours. Tous les jours. Je peux vous le dire, c'est les empreintes de la mort, ça. Et pour cette aventure, je ne suis pas tout seul. Solal, que vous connaissez déjà, est de retour sur la chaîne. Donc ça fait bientôt 2 ans. La dernière fois on était dans le Sahara en Mauritanie. Aujourd'hui on est dans un désert, mais cette fois-ci au Moyen-Orient. Pour les mêmes raisons, on va chercher un maximum d'animaux. Est-ce que tu es prêt? Mec, avec toi, faut toujours être prêt. Génial. Solal, c'est un ami et collègue aventurier. Et lui, sa spécialité, c'est les reptiles. Donc on a bien attrapé un fouet de queue. Regardez, il est magnifique. Bon, moi je vous avoue, parfois j'en ai des sueurs froides. Regardez là, on en voit 3. Donc un là et un là-haut. Mais ces connaissances uniques sont précieuses pour que je puisse continuer à évoluer dans le désert. La dernière fois, nous étions ensemble en Mauritanie à la traque de la vipère à cornes. La vipère la plus mortelle du Sahara, connue sous le nom scientifique de Cerastes cerastes. Elle est une reine que l'on dérange qu'une seule fois. J'ai d'ailleurs tout documenté dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous sommes à plusieurs milliers de kilomètres au Moyen-Orient où cette même vipère est présente mais sous une autre espèce différente, la Cerastes gasperiti. Et c'est cette dernière que nous cherchons. Regardez, le désert a aucun secret pour nous et c'est pour ça qu'on cherche sur le sable. C'est que chaque animal qui passe, il laisse une marque. Regardez là par exemple, on a un oiseau. Juste là, on a un lézard. On peut voir la queue et les pattes. Donc en fait, peu importe l'animal qui passe, il va toujours laisser sa trace. On peut dater la trace si elle est fraîche ou pas et suivre le sens de la trace et identifier l'animal. Donc c'est super pratique. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à scruter le sable pour la moindre trace. Et en plus, le soleil nous aide parce que plus il se baisse, plus la trace a un ombrage qui permet vraiment d'identifier. Ah, regardez, on a une trace de lézard juste là. Elle est un peu vieille, elle s'est faite un peu balayée par le sable, mais voilà, c'est vraiment des traces comme ça qu'on cherche. Il y a quelques petites couleuvres et tout qu'on peut trouver. Donc c'est quand même des animaux fous en termes d'adaptation parce que tu as vu la chaleur qu'il fait. Ouais, c'est insupportable la chaleur. Donc voilà, vraiment, j'aimerais trouver un maximum d'animaux en une nuit là. Tu m'as dit aussi des varans. Il y a des varans, c'est vrai qu'il y a le Saint Graal des lézards du désert et c'est le varan du désert. Un des seuls varans qui s'est adapté vraiment au climat du Sahara et du Moyen-Orient. Et eux ils sont dans les trous, ça va être peut-être un peu compliqué de les trouver, mais si jamais on trouve des traces, on regardera et puis si jamais on en trouvera, on trouvera. Ok, ça marche. Bon, regardez, malheureusement là, il y a des petites gazelles. Les conditions extrêmes du désert font que c'est un environnement où l'adaptabilité est la clé. Ici, le danger numéro 1, c'est le soleil. La chaleur est écrasante en journée. Aujourd'hui, il a fait jusqu'à 40 degrés. Les animaux, ils doivent vraiment survivre tous les jours. Tous les jours. Dans le désert, le soleil c'est l'ennemi de tout le monde. Puis, chaque espèce trouve ses méthodes d'adaptation, comme les oryx, dont la structure interne de leurs urines se rapproche de celle du miel, leur permettant ainsi de limiter leur perte d'eau. Et quand l'ennemi numéro 1 n'est plus, d'autres menaces se réveillent. Les araignées et scorpions peuvent infliger des morsures et piqûres dont le venin peut être fatal en cas de sensibilité. Mais la plus dangereuse, c'est elle, la vipère des sables, Cerastes gasperiti. L'appareil venimeux d'un serpent est composé d'une glande spécialisée qui est reliée par un canal à une dent canaliculée, c'est-à-dire creuse, qui permet l'injection du venin. Un venin est composé de plusieurs dizaines, voire 100, 150 molécules différentes. On a 2 grands types de venin. Le venin des lapidés est composé de neurotoxines et ces neurotoxines vont immobiliser la proie, la paralyser et la tuer par asphyxie, par paralysie respiratoire. Les venins de vipéridés, eux, au contraire, sont très très riches en enzymes. Ils ne vont pas immobiliser la proie, ils vont la tuer par hémorragie ou par les différentes enzymes qui vont agir sur la proie. Ces enzymes vont digérer la proie de l'intérieur, en même temps que les sucs digestifs de l'estomac vont digérer la proie de l'extérieur, donc il va y avoir une double digestion, de l'intérieur et de l'extérieur. Cette propriété du venin de vipère et de crotale qui permet la digestion des proies
explique les nécroses. Et puis, il y a quelques molécules, chez les vipéridés notamment, qui permettent de tracer la proie. C'est-à-dire que si la proie arrive à s'échapper et meurt un petit peu plus loin, le serpent va la retrouver grâce à ces molécules qui agissent comme des tags, en quelque sorte. Bon, pour trouver comme ça les animaux dans leur milieu naturel, c'est un travail assez minutieux, de patience. Là, on a encore du lézard. Mais qui dit proie, dit prédateur. Frérot, confirme-moi ou pas? Je pense qu'il y a du varan. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort! Hey Fier de toi? Exactement, putain! Donc ça c'est un varan et d'ailleurs c'est une trace, non pas si fraîche que ça. Mais regardez, ouais, on voit bien les pattes. Donc regardez. Là on voit la queue. Et attendez, là il y a un moment, voilà, là on voit la queue, là on voit les pattes. Mais regardez, pour vous représenter un peu la taille du varan, donc si on a la patte là et la patte là, c'est-à-dire que le corps est comme ça, il a une tête un peu longue le varan et il a quand même une queue assez longue. Donc, ah ouais. Les pattes comme ça, donc c'est vraiment aussi un gros. lézard qui fait Ah ouais. cette taille quoi quand même. Donc il fait ouais, quasiment 1 mètre, c'est impressionnant. C'est le plus gros lézard d'ici. Vraiment un lézard magnifique, j'ai mis 4 ans à le trouver donc je sais pas si t'auras de la chance, j'espère. Chance du débutant, mais non ouais. Ça me dérange pas d'attendre, ça se mérite du coup un beau spécimen comme ça. Exactement. Regarde hop, il est passé là, il est passé Ah ouais, là. super. Il est passé là. Là, bon, là, après, là, c'est un peu plus dur. Hein. Parce que ça date aussi. Là, ça je pense que ce sont les petites gazelles qu'on voit courir. Ah, ok. Là, il a continué à suivre la trace du varan. Et il pense que son terrier serait en face. Du coup, on va aller voir ça ensemble. Super l'ambiance, j'adore. Il n'y a pas tant de traces, enfin il n'y a pas les mêmes traces du moins. Bon, vous voyez les aventuriers, la traque des empreintes, la lecture du sable, ça demande quand même beaucoup de patience. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est plaisant aussi, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Et du coup après quand on arrive à atteindre l'animal en question, c'est vraiment une satisfaction et vraiment une joie immense. Putain. Vraiment là. Bon, il y a le désert mais pas que, là on est vraiment sous une ligne d'avions. Il y a plein d'avions qui passent, il y a l'aéroport de Dubaï qui est là-bas. Tout à l'heure il y a un avion de l'armée qui est passé, c'était vraiment trop stylé. Et en tout cas bah là le soleil il commence à se coucher. Pour l'instant on n'a rien, donc on continue de marcher. Quelques petits geckos et lézards qui fuyaient par-ci par-là. Des antilopes de vue de loin. Mais sinon les animaux sont toujours discrets. Et alors que le soleil commençait à se perdre à l'horizon, Tu rigoles? Solal m'appelle. En fait je l'avais pas vu, elle avançait à reculons déjà, elle m'avait vu en premier et là hop, regarde ça. Magnifique. Putain mais celle-là, ouais, c'est une vipère à cornes en plus. C'est ça exactement, mais sans cornes pour le coup cette fois-ci. Ah ouais. C'est un serpent venimeux donc on va faire très attention. Regarde là on la voit super bien, magnifique. T'as vu comment ses écailles c'est un peu la même couleur que le sable, comme ça elle peut vraiment bien se confondre. Et le bout de sa queue, je sais pas si tu vois, il est jaune. Ouais. C'est pour qu'elle s'enterre et qu'elle gigote le bout de sa queue juste devant sa tête. Ça va attirer les lézards et hop, elle va manger les lézards. Ah ouais mais attends mec, là moi j'ai le cœur qui bat de ouf. Attends, on a quand même... Les gars, Ouais, on a eu de la chance hein. Mais tu vois, dès que le soleil se couche, on a un des serpents les plus mortels du Sahara. du Sahara, du désert. Hyper à cornes. Alors c'est vrai que celle-là du coup, ouais, il y a quoi, 2 ans à peu près, on avait trouvé plusieurs en Mauritanie. Exactement, avec une énorme qui avait des cornes. Et ouais, elle avait des cornes. C'est particulier à cette espèce a des cornes ou non. Leurs cornes en fait sont faites en écailles, c'est avec l'évolution et tout, elles ont construit des cornes juste au-dessus de leurs yeux en écailles, c'est des écailles qui se développent en cornes, mais certaines en ont pas. Alors ça reste une vipère à cornes, mais cet individu-là n'a pas de cornes. C'est vraiment, quand on en trouve une, c'est pile ou face, soit elle a des cornes, soit elle en a pas. Elle en a pas, donc c'est cool, au moins tu auras vu les deux pour le coup. Ouais c'est vrai, ouais. Ouais, il n'y a pas de... Les mâles ils ont des cornes, les femelles elles ont... Non, okay. c'est vraiment... on sait pas trop pourquoi, il y a pas mal d'études d'ailleurs qui sont en cours, mais c'est impressionnant. Hein. Elle me regarde là, elle va me sauter dessus ou... Non, t'inquiète. Ah ouais, et du coup vraiment... la détente qu'elle peut faire, La enfin, détente, donc des fois elle se jette son corps, donc elle peut avancer vraiment plus que sa longueur, ce qui est assez impressionnant. Mais c'est pas un serpent qui va te courir après. Là, faut savoir qu'elle a
10 voire 100 fois plus peur que toi. Elle a très peur de nous et c'est pour ça que regarde, en fait elle fait que reculer, tu vois. Si je tape avec un bâton, en fait elle va juste reculer et elle frotte ses écailles entre elles vraiment pour faire un son et pour lui dire laisse-moi tranquille, quoi. Un peu comme les serpents à sonnette, des fois ils peuvent faire un son, mais elle frotte ses écailles entre elles. C'est magnifique, hein. C'est majestueux, mec. Là on est vraiment... C'est magnifique. Ouf. J'arrive pas à savoir si on a eu de la chance ou pas de chance d'en trouver une parce que ça veut vraiment dire qu'il faut regarder où tu mets les pieds, quoi. Je vais pas te cacher qu'il y en a pas mal. Après on en a trouvé une assez vite et de jour. Franchement c'est beaucoup plus facile de les trouver la nuit. Mais elle on l'a trouvé, regarde, le soleil est vraiment en train de bouger d'ailleurs. C'est très beau. Non, c'est très beau comme serpent. Pour les aventuriers c'est vraiment impensable. Bon, maintenant avec cela je commence à être habitué. Je sais qu'il y a toujours le désert, ça paraît toujours tranquille quand je suis tout seul. Mais quand je suis avec lui, il arrive à me sortir des trucs. Et ça me fout le stress parce que moi, si j'avais été tout seul, j'aurais peut-être dormi là, tranquille, bivouaqué. Et ben les gars, il y a vraiment ça. Voilà, les habitants. Du quoi? Le venin de vipéridés, donc de vipère écrotale, va provoquer des syndromes complexes. Le premier, c'est l'inflammation, donc il va y avoir une douleur très importante, un édème très important qui va monter le long du membre mordu. Ensuite, il va y avoir des saignements. Les saignements vont apparaître selon les cas un petit peu partout ou dans des endroits plus ou moins ciblés, comme par exemple la gencive, le nez, etc. Et très fréquemment avec les cérastes, il va y avoir des cloques remplies de sang. Ce sont des cloques qui peuvent être grosses, qui peuvent faire 5, 6, 10 cm de long. Et puis des très gros hématomes qui correspondent en fait à un saignement sous-cutané. Les vaisseaux qui éclatent, le sang se répand sous la peau. Et puis le troisième syndrome qui est la nécrose. La nécrose qui va, elle, gagner progressivement le membre mordu et imposer une intervention chirurgicale plus ou moins rapide. Tu vas reprendre ta chasse, ma belle. Bon les aventuriers, moi de mon côté, j'ai besoin de faire redescendre la pression parce que ça me met une sacrée dose de stress. Des bières au gingembre, mais ici on est... Fait en Australie. Ouais, fait en Australie, mais ici à Dubaï, l'alcool est interdit, donc c'est des bières... au Moyen-Orient qui boivent une bière australienne. Ouais, des bières, mais bières sans alcool. Allez. Allez, santé mon pote. Bah bravo déjà. Merci Bravo, à toi. Oh putain, j'en reviens pas. Oh, ça fait du bien. C'est bon ce truc. Là la nuit elle va tomber et j'en profite pour remercier Phoenix qui m'a envoyé toute une série de lampes super utiles pour notre track de nuit. On va tester tout ça. Tac, ça va être top. Et j'espère que la hyper va pas revenir. Bon en tout cas, merci à Phoenix pour toutes ces lampes. C'est hyper utile, surtout elles ont plusieurs modes. Pas forcément la track de reptiles, mais pour le trek, la randonnée, la nuit, le vélo. Voilà, donc vous les verrez avec nous tout au long de cette aventure. Santé. Santé à vous aussi. Parce que là mec, on fête nos 2 ans. C'est vrai, c'est un peu un anniversaire pour nous. Ouais, nos 2 ans dans le désert. La première fois qu'on s'est vu, c'était en Mauritanie. On a fait le track de la vipère à cornes dans le Sahara. Et franchement mec, à ce moment-là tu m'as bluffé mec, 100%. Ah ouais, c'était la première fois. Mais mec, que... t'avais sorti 4 vipères à cornes. Et pour moi aussi, la première qu'on a trouvée dans la vidéo, c'était une énorme et c'est toujours ma plus grosse à ce jour. Pour le coup, ici, elles sont pas aussi grandes, donc même pour moi, c'était un super beau trophée. Ouais, c'était magique. Et après, le train de minerai de marchandises qu'on avait fait, ça a duré quoi, 20 heures à peu près. Allez, petite révélation pour le train. Il y a un truc que t'as pas mis dans ta vidéo, c'est que moi, les amis, j'ai eu... Ça a été dur. Parce que tu sais, on a la attendu... pire nuit de sa vie. Ouais, c'était la pire nuit. On a attendu en fait, avant que le train démarre, on a attendu dans cette cuve et puis après derrière pendant au moins 4 heures. Il faisait super chaud et en fait j'ai attrapé une insolation. Démarrer l'aventure comme ça, c'était horrible. Et dans la nuit,
Dernière nuit, il m'est arrivé plein de trucs. Dernière nuit, j'ai vomi par-dessus le wagon et aussi j'ai eu des coups de diarrhée. Et du coup, bah, j'ai dû faire ça Il a passé sa nuit à chier. dans le wagon. Ah, c'était terrible. C'est pour ça, quand vous avez engagé sur un terrain. S'il me donne la permission, je vous mets la photo de sa tête maintenant là. Ça apparaît sur l'écran. Allez, ça fait partie du jeu. Mais du coup, ouais, vraiment, quand vous engagez sur un terrain, il faut être sûr des conséquences. Et prendre des couches. Et faut vraiment assumer les risques à chaque fois. Et il faut se dire, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas de moment de pause où on peut pas s'arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Et là, tenir tout ce train-là avec vomi, diarrhée. Mais c'est surtout le mal de tête, mec. Au pire, je me chie dessus, c'est pas grave. Ça, une installation, c'est comme une fièvre énorme qui arrive d'un coup. Tu manques d'eau, puis notre eau était comptée, on n'avait pas non plus 1000 bouteilles d'eau, donc rester comme ça sous le soleil non-stop sans ombre, c'est horrible et ça arrange pas son installation, donc il a souffert vraiment toute la nuit jusqu'au lendemain. Tu te rappelles, le lendemain aussi, on est arrivé tard, c'était pas drôle pour toi, Mais ça reste quand même une aventure exceptionnelle. Ça fait partie c'est ce qui donne le charme. Vraiment. Bon, allez, on continue cette track, nous. Même si nous avons débusqué notre objectif principal, nous continuons. Solal me dit que le lieu grouille de vipères à cornes, et malheureusement, on en fera très vite les frais. Mais pour le moment, je suis partagé entre excitation et peur. Chaque pas est réfléchi, et Solal tient à me montrer une espèce qu'il affectionne particulièrement, le boa des sables. Il est quasiment sûr qu'ils seront de sortie cette nuit, alors on reste concentré au maximum. Encore ? Là, Soleil, il vient de trouver encore trace de vipère. Et là, vous voyez, de nuit, la traque, l'observation est quand même un petit peu différente. Parce que là, vous voyez, on met vraiment la lampe à ras du sol pour que l'ombre fasse ressortir en fait les reliefs. Et regardez, vous voyez là, une petite trace de probablement là de lézard ici. Et là, ça, je pense que ici là, ce sont les fameux scarabées là, tout noirs là qu'on voit qui gambadent à chaque fois. Et cela, il m'a dit, il a trouvé une vieille trace de vipère. Bon, du coup, elle serait normalement pas là. Alors ? À droite. Ah ouais. Ah ouais, Voilà. wow, bien. Et là-bas, on voit bien les traces, là-bas, si tu vas voir. Ah ouais, excellent. Celui-là, là-bas, tu vas voir. Ah ouais, excellent. Regarde, regarde là-bas. Elle est sortie de là-bas, en fait. Ah ouais, mais ça veut dire, il y en a encore une là, à même pas 100 mètres quoi. Ouais, il y en a une petite par là. Petite, ouais. Ce qui est magnifique là, c'est qu'on voit bien ces empreintes sur le sable. Elles se déplacent là comme ça, une trace, 2 traces, 3 traces. Et là, on voit bien la même, toutes ces écailles là, comme ça ici. Et la queue, hop, qui fait un crochet, comme un hameçon. Oh, c'est magnifique. Et ça, les amis, je peux vous le dire, c'est les empreintes de la mort, ça. Ça, c'est le cas de le dire. Regardez, elle part où? Elle est où là? Là, je pense qu'il y a encore des avions là-haut. Elle a continué là, à passer par là. Et Solal, on va aller le retrouver. Il est en train de suivre les traces. Putain, il fait chaud. Quoi? Tu la suis encore? Là, ici, là, hop, là, elle a descendu. Elle fait un petit 8. Il y a un petit gecko. Là. Et il y en a. Alors, il faut pas lui faire de mal. Parce qu'il est tout fragile et tout petit. T'as un poisson de sable? Ok, j'arrive. Ouais, c'est un poisson de sable, c'est un lézard. Ouais. Ah ouais, génial. Complètement adapté, fais gaffe, il a beaucoup de force. Il gigote beaucoup. Ah ouais. Merde. Ah ouais. Incroyable. Bon, du coup, j'ai pas été assez vif. Ces lézards qu'on appelle skunk ou poissons des sables plongent dans le sable pour se protéger de la chaleur et des prédateurs. Regardez ses écailles, comme un poisson, même ses pattes elles sont adaptées au sable et même sa tête, regardez-moi la forme de sa tête toute pointue pour pouvoir plonger dans le sable. Le fameux poisson des sables, la même couleur que le sable, regardez. Il y a des jeux de couleurs, on dirait qu'il est dans le sable et hop là il plonge. Encore une belle preuve ingénieuse de l'adaptation des animaux pour survivre dans le désert. Et du coup, là, Solal, il est hyper concentré parce qu'il traque encore de près.
la deuxième piste là de la vipère à cornes. C'est fou ça. Oh, putain. On a vu trop de choses là. Il y a encore des traces là. Tu vois, il y a des traces partout. Il y a des gens en train de bouger en ce moment partout là. Et toi tu penses qu'il y en a même deux mecs? Ouais, c'est possible qu'il y en a plusieurs. J'arrive pas vraiment à analyser la taille. Faut regarder où on met les pieds. Hein. Elle est tapissée quelque part là. Voilà. Du coup la bonne technique là, vous voyez, il y a l'empreinte de Solal, et ben je mets le pied dessus comme ça au moins je suis sûr que je vais pas me faire mordre. Et du coup on poursuit notre progression à l'intérieur des dunes. C'est vraiment pratique quand la dune elle est en pente comme ça parce qu'on peut vraiment bien scanner. Regardez, si vous voyez ces espèces d'ondulations là qu'on a sur le bout de mon bâton qui fait tac, 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 tac. Mais ça c'est un bois des sables, donc on peut voir que là le bois il est monté vraiment vers le buisson. On va un peu regarder parce que c'est les serpents qui s'enfouissent dans le sable. Donc il faut creuser un peu et avec un peu de chance on va le trouver. Et elle est là. Elle est là. Je vois les traces qui avancent, je sais pas si tu les vois. Tu les vois Ouais. Et là tu vois, regarde la trace là, elle est bien fraîche comme ça. Ah ouais. Donc là tu vois logiquement si je... Ah regarde, tu vois Bingo. Donc pareil on a fait la même chose, on a suivi les traces et au final, hop là, regarde ça. Donc ça c'est un petit boa, tu vois il s'enfonce directement dans le sable. Directement, si je le sors et je le pose là, je le titille, tac, il va s'enfoncer dans le sable, il va vraiment nager dedans mec, regarde c'est hypnotisant. Hop, et donc il faut vraiment aller deviner là où il est. Et regarde mec, les couleurs de ce truc. Regarde ça. Et regarde ses yeux sont vraiment sur le dessus de sa tête, comme ça des fois il peut juste laisser passer sa tête. Et il va voir en fait à la surface pour manger ses petites proies. Donc cette taille là il va manger vraiment des tout petits geckos. Et là on voit il est bien gros, hein, regarde son ventre. On peut voir quand même qu'il est bien, donc il est très très en forme. Ça fait plaisir de voir des beaux serpents comme ça. Et regarde les couleurs sur ce truc quoi, c'est magnifique. Impressionnant. J'aime trop ces serpents, tiens regarde. Tu sais comment il est tout doux, c'est pour, il est très doux, pouvoir bien ramper dans le sable. Magnifique. Je suis content, ça fait une nouvelle espèce pour toi. Ouais bravo, ouais, c'est la première fois que j'en vois. Bon, hein. Bois des sables. Exactement. Il y en a plusieurs espèces. Et là on voit il est un peu gonflé, c'est qu'il a mangé ou? Ouais exactement. Après ils sont quand même assez souvent ficelés comme ça, ils sont assez larges, mais c'est vrai que là il est assez gros, donc il a pu manger. Ah oui, il direct qu'il va dans le sable. Ouais, vraiment. Oh, c'est fou. Oh c'est fou. Oh c'est incroyable. Ah, c'est fou. Ah oui, il a de la force. Hein. Ouais. C'est un genre d'escarabée qui le mange. Je sais pas pourquoi ils sont morts, tu vois, il y en a deux qui sont morts pour des raisons différentes et là je t'avoue je sais pas pourquoi, la chaleur, je sais pas. Je t'avoue j'ai aucune idée. Et tu vois les vipères se nourrissent de ces agames, donc eux ils sont diurnes, donc ils sont pas nocturnes. Et lui il est mort très récemment, les scarabées ils sont vraiment ils sont dedans quoi, en train de le bouffer. Donc voilà c'est assez particulier. Ok. Première fois que je fais une observation comme ça. Bah bien joué, bien vu. Alors que nous suivions chacun des traces différentes, Solal retourne à nos affaires pour les récupérer et en une seconde, tout bascule. Mec, ton dos il a doublé. J'ai fait une erreur, c'était une toute petite vipère, elle m'a piqué donc là j'attends l'ambulance. Je vais aller à l'hôpital, je pense que on va me donner des doses d'antivenin, j'espère que je réagis pas. Ah, ça commence à faire mal quand je plie ma main. J'espère que je fasse pas une réaction allergique à l'antivenin. Heureusement que je suis avec un bon ami à moi, merci Axel. Oui, donc effrayant. Hein. Enfin, tout le monde. Malheureusement, ils vont arriver. Mais avant d'arriver à la voiture et à ce parking, ça a été très stressant. Alors je vous explique. Il y avait plein de traces de serpents, partout. On a décidé de poser nos affaires et de se séparer pour les pister chacun de son côté. Première vipère à cornes que j'arrive à débusquer. Mortelle, elle est toute petite. Et vous voyez les traces. Tu l'as, t'en as une autre? Oh la
quelle soirée de dingue. Quelle soirée de dingue. On suivait 2 traces en même temps. Et voici celle que Solal a trouvée. J'avais vraiment l'impression d'être dans un nid de serpent. Et c'est quand on est retourné chercher nos affaires, une vipère s'était cachée sous nos sacs. Solal a voulu les ramasser et c'est à ce moment-là. Une vipère était tapie sous nos affaires. La dose de stress était immense. Faut savoir qu'on est dans un milieu isolé, sans moyen réel de communication. Et ce venin est dangereux. La morsure de la vipère à cornes est grave et dans certains cas peut s'avérer mortelle. Son venin est dit hémotoxique, c'est-à-dire qu'il affecte le sang et les tissus. Il peut provoquer des douleurs intenses, une hémorragie interne et de la nécrose. Pour faire simple, rien de rassurant. Tu te fais piquer par un serpent comme ça, ton sang il coagule ou il coagule pas, je sais pas, un ou l'autre, et là il regarde à quel point il est revenu à normal. En tout cas, Solal a réussi à garder son calme. J'étais vraiment impressionné. Ici là. L'ambulance elle arrive dans 5 minutes. C'est ma passion, mais putain, c'est vrai que c'est dangereux. Ça m'était jamais arrivé, je me suis jamais fait mordre par un serpent venimeux. Et on y est. On y est, donc voilà, vous voyez, là je me concentre vraiment. D'ailleurs, je devrais pas arrêter de parler, mais. Ouais, non mais concentre-toi vraiment. Je me concentre sur ma respiration, je garde toujours mon bras en dessous de mon cœur et on va contre. Mais moi, juste avant d'arriver à ce parking, j'avais une adrénaline de fou. Ils vont arriver dans 2 minutes. Dans la voiture, Solal a perdu connaissance. Et tout en roulant à fond, j'essayais de le réveiller. À ce moment-là, j'ai eu peur. Je pensais vraiment qu'il était en train de mourir devant moi. Mais après 30 secondes d'absence, il a doucement repris ses esprits. On est arrivé sur le lieu du rendez-vous fixé avec les secours. Et là, je savais qu'il serait sauvé. Bon les aventuriers, je sors de l'hôpital. Là il est à peu près 4 h du matin. C'était une nuit que je suis pas prêt d'oublier. Voilà, la pression elle redescend enfin, ça fait du bien là de savoir que Solal il est bien pris en charge, il a pris son antivenin et maintenant il est en salle d'observation, il va y rester je pense au moins 24 heures. C'était quelque chose. Mais ouais ça a fait des sueurs, hein. Franchement ça a été assez très stressant. Le temps qu'on marche jusqu'à la voiture. Pendant qu'on marche, Solal a réalisé du coup que c'était pas une morsure sèche. Il a senti le venin arriver. Et après, on avait au moins 15 à 20 minutes de voiture de trajet hors sentier. Arrivé sur l'autoroute, enfin arrivé sur le goudron. On a foncé jusqu'à la première station-service, au premier bloc de civilisation. Là, en chemin, Solal il était là, il a commencé à faire un malaise. Donc moi, j'allais à fond et en même temps, je le tenais, réveille-toi Solal, reste avec moi. J'essayais de lui parler. C'était vraiment un moment mais hyper stressant, hyper intense. Je le voyais partir comme ça. C'était assez dur parce que enfin c'est vraiment un venin hyper puissant. Enfin on le sait que c'est mortel et de le voir partir c'était ça m'a. J'avais envie de pleurer, mais il fallait que je sois au 100% en forme de mes capacités. Et en même temps, on voulait appeler les secours. Son téléphone, on n'arrivait pas à le faire marcher. Moi, évidemment, je suis toujours l'ermite numéro 1, donc j'avais pas de réseau, j'avais pas de carte SIM, j'avais rien du tout. Donc ça, plus jamais, voilà. Et parce qu'on avait le numéro de l'hôpital, et lui, il n'arrivait pas à appeler. Et là, d'un coup, je me souvenais que j'avais lu une brochure dans l'avion et je lui ai dit mec les secours ici c'est 999 et du coup il a appelé ça a marché, il était au téléphone comme ça, allô et en plus ce con au moment où la personne elle décroche il pose sur son oreille et ça il raccroche sans faire exprès, putain il fallait qu'il fasse ça et donc il rappelle I've just bitten by a snake, venomous snake. Et enfin bon bref, ils arrivent à comprendre, on arrive sur l'aire d'autoroute et là en 5 minutes top chrono, l'ambulance est là, donc incroyable. Et là il a tout de suite été pris en charge et moi j'ai fait à peu près là, 30 à 40 minutes de route, même 40 minutes de route pour le retrouver à l'hôpital. Et donc je suis super content qu'il puisse être bien pris en charge. Il a eu la première dose d'antivenin et là du coup dans la nuit ils vont voir comment ça fait effet. Ils vont laisser un créneau de 8 heures si j'ai bien compris. 8 heures, il a la main bien gonflée, donc normalement la main si la main diminue ça va pouvoir être bon. Si la main reste gonflée ou si les symptômes s'aggravent, ils vont remettre une autre dose d'antivenin mais en tout cas il va rester en observation. Allez,
Frérot, Solal, je croise les doigts. Aïe aïe, moi je vais rentrer. Putain, quelle soirée. Hein. Je suis pas prêt de l'oublier celle-là. Putain, ça m'a fait peur. Hein. Ah mon frérot, comment tu vas? Bien, mec. Je t'ai apporté ton petit jus. Hey. Mango juice. Ah putain! Ça fait plaisir de te revoir vivant. Ça va ou pas? J'étais Regarde, triste. franchement, on est. Je pensais pas devoir dire ça un jour, mais tu m'as manqué cette nuit. Ça va, tu te sens bien? Bah, tu trouves ça Ah marrant? ouais, Ça, pas mal, c'est un peu confus, tu regardes les doigts, regarde. J'arrivais pas à faire ça hier. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, donc. Et là, ça te fait mal? Non, c'est un peu Putain, gonflé, mec. tu vois, sur toi, ce niveau-là un peu, mais. T'es un warrior. Et ouais. T'es un warrior. Donc il a eu une envenimation. Comme c'était un petit serpent, probablement il y a eu une petite quantité de venin. Ça aurait quand même pu dégénérer. Hein. C'est pas la quantité de venin, même faible, peut provoquer des gros dégâts. Déjà 1h30 après, c'est suffisant pour faire apparaître le syndrome hémorragique. Alors quelquefois, pour les très petits spécimens, c'est vrai qu'il peut apparaître plusieurs heures après la morsure, s'il n'y a pas d'antivenin. Ça explique pourquoi il n'y a pas eu de nécrose, parce que finalement il y avait relativement peu de venin et il a eu relativement vite l'antivenin. Donc ça a contrôlé l'action du venin. Moi, j'ai vu des patients qui venaient 4 ou 5 jours après la morsure et qui étaient toujours vivants. Bon, ils n'allaient pas bien, hein, c'est clair. Dans une morsure de vipéridés, le décès est assez tardif. Cela dit, plus la prise en charge est précoce et moins les complications et les séquelles seront nombreuses. Donc, on ne peut pas dire quelles sont les chances de survie. Les premiers secours sont réduits. Ce qu'il faut privilégier, c'est le transfert à l'hôpital. Donc finalement, ce que vous avez fait était la bonne décision. On va à l'hôpital le plus vite possible. Ce que l'on peut faire, c'est immobiliser le membre pour éviter une diffusion trop rapide du venin. On peut surélever le membre de façon à ce qu'il y ait une diffusion de l'édème, pas du venin bien sûr, mais de l'édème. On contient le venin avec une immobilisation du membre et on surélève le membre de façon à ce que l'eau qui va apparaître au niveau de la morsure s'écoule et ne soit pas trop importante. Un édème trop grave, trop important, peut comprimer les vaisseaux sanguins qui sont dans le membre et donc provoquer un effet garrot qui risque de mettre en danger la partie distale du membre. Donc en surélevant le membre, on réduit le risque de cet effet garrot. Et bien sûr, au tout début, désinfecter la morsure si on en a la possibilité, c'est-à-dire mettre de l'alcool ou parce que la cavité buccale d'un serpent, c'est pas particulièrement propre. Et donc, par conséquent, il y a des risques quand même de... C'est pas un risque très, très important, très élevé, mais il existe. Et donc, si on peut, sans perdre de temps, désinfecter la morsure, immobiliser le membre mordu en le surélevant, et ensuite, évidemment, on va à l'hôpital. Bon, au final, on l'aura eu ce repas. Ouais. Bien mérité. Après 26 heures. Ouais. C'était à 26 heures la morsure. Toujours la main gonflée, mais ça va, je peux la plier et tout, je peux me débrouiller. Toi qui es quand même un pro des serpents, c'est quoi la leçon que t'en tires Redoubler d'attention, toujours faire plus attention, pas se sentir plus intelligent que la nature et ne pas oublier que c'est pas des petites bêtes, c'est pas anodin, c'est dangereux et toujours faire gaffe, mais je pense que ça devait m'arriver parce que de toute façon je suis tellement exposé à ça. Ouais. Et puis si, Ça. si Et toi, bien tu t'es sûr fait mordre, porter des protections, toujours avoir quand même des gants ou des trucs quand on est à proximité de serpents venimeux et toujours être très très bien accompagné quand on est dans des situations dangereuses. Et puis surtout mec, toi t'as été extrêmement calme, extrêmement serein et ça m'a impressionné. Donc bravo à toi, bravo à nous. Belle aventure. À très vite pour une prochaine aventure. Partie 2. Est-ce que t'es prêt? Mec, avec toi, faut toujours être prêt. C'est des bières. qui vaut une bière australienne. J'ai du mal à respirer avec le masque. Je sens que ça tire dans le dos. Je suis à l'intérieur d'un volcan et aujourd'hui je vais vous présenter 1, 2, 3. l'un des travails les plus dangereux du monde. Putain, il y a tout ça encore.